d'un sujet d'actualité, c'est le sujet bien sûr de la crise ukrainienne et ses impacts au niveau géopolitique, économique et social, bien sûr dans le monde entier et au Maroc près de nous. Pour ce faire, on a invité un ensemble de spécialistes, ce sont des professeurs universitaires. On a invité avec nous aujourd'hui pour débattre de ce sujet M. Rachid Hasnaoui, enseignant-chercheur de la faculté de sciences économiques et gestion de Kinetra. Et on a mademoiselle Samar Khamlichi, qui est aussi enseignante chercheur à la faculté, la faculté des études africaines de Rabat. Monsieur Saaddine Egaman, enseignant-chercheur à la faculté des sciences humaines de CEISFES. Monsieur Bouziane Tabaji, enseignant-chercheur à la faculté des sciences économiques, juridiques et sociales de Meknes. Bon, alors, avant de commencer, j'aimerais préciser qu'on va essayer de répondre à certaines questions qui sont d'ordre actuel et on va essayer de simplifier au maximum. Pourquoi? Parce que cette crise, l'impact de cette crise, elle est évident, mais tout le monde veut comprendre vraiment comment ça se passe et comment expliquer ce cheminement des effets ou bien l'historique des effets depuis le déclenchement de la crise ou bien de la guerre jusqu'à ce qu'on ressent actuellement d'impact économique, social, l'augmentation des prix de pétrole, l'inflation, les taux d'inflation. Alors pour ceci, j'aimerais rentrer directement dans le vif du sujet et je m'adresse à mademoiselle El Khamlichi. Ma première question pour vous, mademoiselle Samad, on va parler juste premièrement de l'aspect géopolitique. Ça veut dire qu'on va essayer de donner, ou bien si vous pouviez bien expliquer les causes qui ont généralement donné naissance à une telle crise, à une telle guerre. Ma question est simple. Qu'est-ce qui a déclenché cette crise? Et quelles sont les vraies causes de la crise qu'on est en train de vivre actuellement? À vous la parole. Merci Youssef. Bonsoir tout le monde. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir pour parler d'un sujet d'actualité de grande importance pour nous en tant que pays africain. Et donc, cette crise a commencé en fait depuis le 24 février 2022, lorsque Poutine avait annoncé euh, euh, la guerre contre l'Ukraine. Et donc, il y a eu bien évidemment des réactions de la part des pays occidentaux, notamment les États-Unis, le Japon, l'Australie, et aussi, donc, bien sûr, les pays européens. Et donc, cette réaction a été sous forme de sanctions économiques, puis suivie, bien évidemment, d'un soutien militaire indirect de la part de ces États. Malgré cela, donc, cette pression occidentale, cela n'a pas empêché Poutine de poursuivre cette guerre contre l'Ukraine. Alors, votre question, c'est quelles sont les causes principales de ce conflit? Alors, à notre avis, ce qui a en fait attisé les tensions entre l'Ukraine et la Russie, c'est que d'abord, il faut rappeler historiquement que l'intervention militaire russe en Ukraine est venue après des années de tensions entre les deux États, accentuées en fait par l'annexion de la Crimée en 2014 par la Russie. Alors ça a été en 2014 et aujourd'hui, on vient avec cette guerre depuis le 24 février. Et ce qui a attisé ces tensions, c'est que l'arrivée du président Zelensky à la tête du pouvoir et sa politique de rapprochement avec les démocraties occidentales sur le plan idéologique et aussi sur le plan politique. Sur le plan militaire, l'Ukraine a exprimé également son désir de rejoindre l'OTAN. L'OTAN, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord qui regroupe bien évidemment les États-Unis et ses alliés européens. Du point de vue russe, ce rapprochement politique et militaire constitue bien évidemment une menace stratégique à la sécurité nationale de la Russie. Et les Russes voient jusqu'à aujourd'hui, l'Ukraine comme étant en fait russe. Pourquoi? Parce que, étant donné le partage d'un héritage commun,
les Russes n'arrivent pas encore à accepter que l'Ukraine soit un État indépendant et que l'époque soviétique est achevée. Du point de vue ukrainien, c'est que l'Ukraine est un État indépendant et souverain et libre de faire son choix politique selon ses intérêts. Alors voilà, donc revenons un peu en arrière, en 2021, lorsque Poutine avait proposé 2 traités à signer avec l'OTAN. Il a exigé donc l'engagement de l'OTAN à ne plus s'élargir vers l'Europe orientale et surtout ne pas adhérer l'Ukraine. Il a également exigé aux États-Unis de ne plus instaurer des bases militaires, des bases et activités militaires en Europe orientale et plus particulièrement en Ukraine. La réponse de l'OTAN était négative, refusant les propositions de Poutine. Idem aussi pour les États-Unis, qui a refusé également la proposition russe de ne plus instaurer des bases militaires en Europe orientale. Et donc, tout en assurant également la transparence et l'amélioration de la confiance en ce qui concerne les exercices militaires des forces américaines en Ukraine. En réponse, les Russes ont déployé donc des forces militaires supplémentaires pour encercler l'Ukraine et ont déclaré donc la guerre à partir du 24 février 2022. Voilà, c'est un peu les causes de cette guerre. Alors, c'est bien compris. Alors là, on peut dire que les causes sont plus des causes géopolitiques. Ce sont des problèmes de voisinage, des problèmes de l'adhésion à l'OTAN qui ont créé ce conflit et ce qu'on appelle maintenant une guerre qui a commencé par une petite intervention militaire, comme l'appelait la Russie à l'époque. Alors là, je passe aux impacts, puisque après la guerre viennent les conséquences, ou bien durant la guerre même, viennent les conséquences économiques, l'augmentation des prix, l'inflation, tout ce qui est inflation, l'augmentation du prix de pétrole. Alors moi, je pose la question à M. El Hsnaoui concernant cette chronologie de la crise économique qui est déclenchée suite à cette guerre ou bien cette intervention militaire. Alors ma question, alors quelles sont vraiment est-ce qu'il y a d'autres causes on peut parler de causes économiques et aussi quelle est la chronologie de ces faits économiques qui ont déclenché cette augmentation des prix et cette inflation? À vous la parole, cher ami. Merci, cher professeur Belhaj. Bonjour, cher professeur Igemen, professeur Sama, professeur Bouzienne. Donc c'est un grand plaisir de participer à ce webinaire à côté de mes chers collègues amis. Alors, avant de répondre à votre question, j'aimerais bien revenir sur cette question de l'inflation. Vous avez cité la question de l'inflation. Je pense qu'il mérite un petit regard. Quand on parle de l'inflation, on doit rappeler tout d'abord que c'est une augmentation continue des prix des biens et des services qui entraîne une baisse de la valeur de la monnaie, mais également une baisse du pouvoir d'achat. L'inflation, il a aussi un impact sur l'épargne. Par exemple, quand j'ai une épargne de 10 000 dirhams ou bien 20 000 dirhams sur un compte d'épargne, donc, et qu'il y a une inflation, donc c'est-à-dire que l'année prochaine, je vais perdre, donc si l'inflation est de 4% ou 2%, je vais perdre 4% sur le montant de mon épargne. Et puis donc, l'épargne, il n'y a pas que des inconvénients, il y a des avantages pour l'épargne. Donc, pour l'inflation, pardon, des avantages pour l'inflation, dans le sens où ça permet d'augmenter le prix et la valeur de vos investissements. Si par exemple, je fais des investissements, j'ai des investissements par exemple, et qu'il y a inflation, donc si j'ai un appartement par exemple, l'année prochaine, donc j'aurai une augmentation de la valeur de ces biens suite à l'inflation. Voilà. Donc ça c'est pour un petit rappel concernant la question de l'inflation. Alors pour répondre à votre question, donc j'aimerais bien parler un petit peu
des impacts de la guerre sur les prix des produits alimentaires, comme vous citez. Et donc, je vais essayer de diviser ma réponse en 3 temps. Tout d'abord, donc, je vais parler d'avant la guerre d'abord. Je vais commencer, que s'est-il passé avant la guerre, et puis quels étaient les impacts, ou quels sont les impacts avec la guerre, pour terminer avec les solutions, si vous voulez, ou les alternatives pour le Maroc et pour les pays qui sont touchés par cette guerre. Alors, comme vous le savez, donc, il y avait, avant la guerre, donc, il y avait des événements très frappants, très choquants pour l'économie mondiale. Il y avait la crise du coronavirus. Donc, il y avait aussi en Europe, nous avons donc assisté à une vague de sécheresse, donc, depuis l'été de 2021. Donc, cette sécheresse-là, il avait provoqué donc, une baisse de la production agricole. Ensuite, la Chine, au niveau de la Chine, donc, il y avait depuis 2020 déjà une reprise économique assez forte qui a fait une pression sur la demande des céréales. Donc, je fais allusion au maïs, au blé, au soja, etc. Donc, la reprise chinoise pour accélérer sa sortie de la crise Covid-19. Et en même temps, donc, il y avait donc en même temps une forte demande chinoise qui a grimpé les prix des céréales et les prix des autres produits alimentaires en Chine. Il y a également la situation des prix des produits agricoles, en particulier les céréales. Je pense que c'est également lié au marché de l'énergie. Et donc là, je souhaiterais, à titre de rappel, dire, ou bien je voulais dire que à partir de la période de confinement, donc les prix du pétrole, donc avec le confinement, on a assisté à une baisse des prix du pétrole. Donc c'est à $20, c'était $20 le baril en 2020, en janvier 2020. Et puis donc après le confinement, donc il y avait une forte reprise. Donc cette reprise-là demande beaucoup de produits pétroliers, beaucoup de pétrole. Et donc pour le rebondissement de l'économie mondiale. Donc les prix du pétrole, ils ont fortement augmenté. Comme on l'a vu, donc, pour atteindre $110 en janvier 2022, et puis donc ça continue d'augmenter. Actuellement, on est donc à 160, si je me rappelle bien, oui. le baril. Oui. Hein? Ça frôle ce prix-là, oui. Oui, bien sûr. Alors, vous savez également au niveau du marché pétrolier, il n'y a pas que il y a l'énergie, au niveau de l'énergie fossile, il n'y a pas que le pétrole, il y a le gaz naturel aussi. Donc, et comme vous savez, le gaz, donc, il sert pour la fabrication des engrais. Donc, avec la flambée des prix du gaz, donc, nous avons assisté donc, également à la flambée des prix des engrais. Donc, vous savez que les prix des engrais servent pour les produits agricoles. Et donc, les produits agricoles aussi, ça a été touché. Alors, je voudrais aussi parler des effets qui ont été donc, ressentis avec la guerre. Donc, sur les prix des produits alimentaires. Donc, je reviens sur la question de la relation entre la guerre et les produits alimentaires, les prix des produits alimentaires, notamment les céréales. Donc, les céréales, ils ont augmenté, donc, étant donné que les deux pays qui sont partis, qui sont en guerre, c'est-à-dire l'Ukraine et la Russie, donc ce sont des pays exportateurs des céréales. Donc avec la guerre, donc, nous avons appris que plus de 20 millions de tonnes de céréales qui sont bloquées dans les ports ukrainiens. Donc parce qu'avec la guerre, donc, il est très difficile de faire sortir ces marchandises.
Et donc, la guerre, elle a fait donc une pénurie de l'offre donc de ces matières, de ces aliments-là, et donc ce qui a entraîné donc une augmentation des prix partout dans le monde. Alors, et donc ça, si vous permettez, donc j'ouvre une petite parenthèse. La situation d'aujourd'hui rappelle un petit peu la situation des années 2000, 2009, 2010, 2011. Donc, le monde a déjà vécu une telle situation. Oui. 2009, 2010, 2011, déjà en Russie. Donc, ça a donc provoqué une augmentation des prix des céréales donc, à cette époque-là. Et on a vu donc plus les dégâts, notamment le printemps arabe. Donc, ça a été donc l'une des causes du déclenchement du printemps arabe en Égypte, en Tunisie, au Yémen et dans bien d'autres pays. Également, donc, je dois souligner que la Russie et l'Ukraine, les deux pays, donc, sont considérés comme les pays les plus compétitifs au niveau des produits alimentaires. Donc, c'est les fournisseurs de l'humanité en matière des aliments de base. Donc, plus de 90%. Donc, des marchandises exportées sont envoyées donc, par la voie maritime. D'accord. Et donc, l'une des causes aussi, c'est ou bien l'un des secteurs qui sont à la base de l'augmentation des prix, c'est le transport. Donc, l'Ukraine, donc, avec les combats, donc, il y avait un problème pour. C'est des ports qui sont mis en arrêt, donc il y avait un problème pour faire sortir les marchandises. Évidemment, les autorités ukrainiennes ils font des efforts pour essayer d'utiliser la voie ferroviaire, mais avec les flux des réfugiés, etc. Donc, le problème se complique pour les exportations des produits pétroliers. Voilà, donc, j'ai également un petit point par rapport à demain, ce qui nous attend, donc aux perspectives. Donc, pour la troisième phase, si vous voulez, c'est le moyen et long terme, c'est-à-dire 2023. Que se passera-t-il en 2023? Donc, à mon sens, donc pour l'avenir, et selon certaines estimations des experts, donc avec les sanctions donc contre la Russie, ça doit continuer donc en principe à grimper. Les prix vont grimper et donc le monde entier donc va sentir les effets de cette guerre aussi dans le moyen terme. Et donc les prix des produits agricoles vont continuer donc à augmenter. Pourquoi? Parce que la Russie c'est l'un des pays exportateurs des engrais. Et donc quand les prix des engrais augmentent, quand il y a une pénurie des engrais, donc je pense que les prix des produits donc agricoles vont aussi augmenter, vont grimper. Alors, je pense que c'est au Maroc de tirer une leçon. Donc, c'est à l'OCP de profiter, d'accord, et d'essayer d'exporter plus de phosphate, parce que les phosphates, ce sont des produits à partir desquels on fait les engrais, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement. Autre point, si vous permettez, avant de terminer. Pour les pays agricoles qui sont exportateurs, qui dépendent des engrais russes, hein, donc comme le Canada, les États-Unis, le Brésil, ce sont des pays agricoles, exportateurs de produits agricoles.
Donc, ils vont sentir cet impact parce que moins d'engrais signifie donc moins de produits agricoles et euh, également donc les prix des produits agricoles vont, euh, vont augmenter, vont augmenter. Oui, effectivement. À vous, c'est Belhaj. Est-ce que vous D'accord. voulez que je vous parle de, ou bien On va y pour arriver, la on va y question, voilà, je arriver, pense. on va y arriver. Alors, merci beaucoup pour les Condition- précisions. Oui, merci beaucoup pour les précisions. C'était très intéressant. Ça explique un peu cette crise dans son aspect économique. Alors, toujours dans l'aspect économique, on va parler de cette flambée de prix de pétrole et de prix à la pompe. Et je m'adresse à Monsieur Abouziane Tabaji. Et je veux savoir vraiment, cher ami, quelles sont les causes de cette flambée de prix de pétrole, tout ce qui est dérivé des pétroles, et est-ce que ça s'explique seulement par des facteurs d'ordre économique ou bien il y a d'autres choses qui expliquent ces augmentations des prix? À vous la parole. Merci bien, Sibel Haj. Donc, je vous tiens à vous remercier, ainsi que professeur Hasnaoui, professeur Igaman et professeur Koumichi. Je remercie également les deux instituts qui ont organisé ce webinaire. Et je vous remercie encore particulièrement pour toute l'infrastructure logistique que vous avez mis et tous les contacts que vous avez déployés pour tenir ce rendez-vous. Donc, revenons avant de répondre à votre question, j'aimerais bien préciser au nom de nous-mêmes, de tous les Marocains, que nous sommes en train d'analyser maintenant les effets économiques, sociaux, géopolitiques de la crise, mais humainement, sur le plan humanitaire, on est toujours en position contre toute forme de guerre et de conflit, quelles que soient l'échelle spatiale ou les races ou l'ethnie, etc. Nous sommes pour la paix, que la paix règne sur tous les territoires au niveau mondial et pour toute l'humanité de façon générale. Donc cela n'empêche de revenir sur les effets économiques qui sont très manifestés au niveau de la crise ukraino-russe et plus particulièrement au niveau de tout ce qui est carburant. Et là, je reviens à votre question de cette flambée des produits énergétiques. Bon, principalement, il n'est pas secret pour personne que les deux majeurs facteurs de cette flambée des carburants, premièrement, c'est la crise, et je vais détailler pourquoi. Et deuxième chose, c'est cette croissance économique après la crise de Covid. Donc, cette expansion économique, disons, après les 2 années de confinement et tous les dégâts qui ont été causés, et cette reprise économique, que ce soit au niveau de l'offre et au niveau de la demande. Donc, deux facteurs principaux. Revenons maintenant à la crise ukraino-russe. Pourquoi cette flambée de carburant est liée directement à ces deux puissances? Donc, je rappelle que la Russie est principalement un pays producteur des produits énergétiques. Donc, c'est l'un des premiers, elle est le premier exportateur avec l'Arabie Saoudite. Parfois, elle est la deuxième, parfois, elle est la première. Donc, avec une part mondiale de 12%. Donc, la crise lui a engendré un problème au niveau de l'offre. C'est pas parce que la Russie ne veut pas vendre son pétrole, c'est parce que au niveau mondial, il y a des sanctions au niveau de la Russie pour les produits pétroliers, etc. Il y a le conflit avec l'Occident qui oblige la Russie de ne pas importer du carburant au niveau pétrolier, au niveau de la Russie. Et la Russie, il a répliqué de même, il a exigé que les paiements au niveau de l'Occident, que ça soit payé par le rouble, etc. Il y a ce conflit-là qui va engendrer un effet majeur sur l'or. Ça, c'est au niveau macro et au niveau général par rapport au carburant de Russie. Maintenant, lions à les deux pays qui est l'Ukraine et la Russie et ses relations avec l'économie marocaine. Donc, ils ont une relation économique commerciale très importante. Cela se matérialise à travers les statistiques de l'Office de change. Donc, commençons par la Russie. Donc, la Russie exporte au Maroc, c'est-à-dire que le Maroc lui importe 12,7 milliards de dirhams. Donc, un chiffre très conséquent qui pèse sur la balance commerciale. Donc, principalement, ce sont
des produits énergétiques, mais plus particulièrement, ces produits énergétiques, ils sont liés au charbon. Donc, on n'achète pas beaucoup de pétrole au niveau de la Russie, mais on y achète beaucoup plus du charbon, 58%, et 40% du fioul marocain, il est d'origine russe. Donc, selon les statistiques de 2021, juste avant la crise. Donc, au niveau de ce qu'on vend à la Russie, donc, on lui exporte 600 millions de dirhams. Donc, vous voyez, l'écart, il est très significatif, il est très en avantage de la Russie, donc toujours en 2021. Donc, et principalement, on lui vend quoi? On lui vend du poisson, donc des produits alimentaires d'origine halieutique. Donc, maintenant, au niveau de l'autre partenaire qui est l'Ukraine, on lui achète 2,6 milliards de dirhams. Donc, et principalement, on lui achète des produits alimentaires. Donc, on lui achète beaucoup plus du blé, etc. Et qu'est-ce qu'on lui vend? On lui vend à peu près 600 millions de dirhams. Donc, il y a un écart toujours de 2 milliards de dirhams de déficit. Donc, on lui vend principalement du phosphate de ses dérivés et également des voitures, etc. Donc, deux partenaires qui pèsent sur la balance commerciale marocaine. Donc, plus particulièrement, je reviens à pourquoi cette flambée du prix du pétrole ici au Maroc. Donc, cette flambée du prix du pétrole ici au Maroc, elle est due à la structure du marché marocain du pétrole. Donc, il ne faut pas l'oublier. Et liée également au facteur exogène qui est la crise. Donc, plus particulièrement, donc, au niveau mondial, les prix du baril de pétrole, ils ont augmenté donc de façon très significative après la reprise. Donc, il y avait des flambées très importantes. L'offre mondiale a été impactée massivement par ce conflit et plus particulièrement avec un partenaire commercial mondial qui est la Russie, qui est l'un des premiers producteurs exportateurs du pétrole, de l'énergie. Il ne faut pas oublier qu'au niveau mondial, plus que 30% de l'énergie mondiale, elle est tournée autour des produits pétroliers. Donc, ça, c'est très important. Le reste, c'est beaucoup plus le charbon, le gaz naturel, et toujours, c'est la même région. Donc, il y a une dépendance mondiale très importante vis-à-vis de ça. On est beaucoup plus dépendant de cela. Également, pour le Maroc, c'est presque la même chose. Donc, l'énergie marocaine, au Maroc, donc, on est dépendant du pétrole par rapport à la production de l'énergie de 59%, de 37% du charbon et de 9% du fioul. Donc, on est très dépendant dans notre production énergétique des produits pétroliers et dérivés. Donc, lorsqu'on consomme les produits pétroliers, on les consomme beaucoup plus dans le transport. Et là, c'est la logistique de tous les produits, de toute la production marocaine. Donc, plus que 41% de la produit énergétique, il va au transport et 19%, il va directement à l'industrie. Donc, c'est entre 60 et 70% de tout ce qui est industrie, commerce, etc. Il va à l'origine de la produit énergétique. Donc, il pèse sur la produit énergétique. Donc, maintenant, une question fondamentale, le prix du baril de pétrole augmente. Au Maroc, ça augmente aussi. Ça, c'est une condition sine qua non. Donc, mais il ne faut pas oublier que on ne paye pas seulement les prix du pétrole au niveau à l'étranger, mais on paye, en plus de cela, la logistique pour que le pétrole vienne au Maroc, parce qu'on y achète. Donc, et ça, c'est une autre problématique. Donc, après l'arrêt de raffinerie de la Samir, donc, on achète le produit fini de l'étranger. Donc, il y a environ 38 à 40% de taxes. Et également, on paye le transport et on paye également la marge des entreprises qui font la distribution ici au Maroc. Donc, cette marge, elle est toujours entre guillemets avant. Donc, là, on peut revenir sur les précisions. Avant l'année 2016 et après l'année 2016, donc avant que les prix, lorsqu'il était réglementé, etc. Et après, lorsqu'il y a libéralisation, cette marge est là triplé par la suite. Donc, c'est environ, qui était entre 6%, mais maintenant, c'est entre 15 et 20%. Donc, c'est ce qu'on paye lorsqu'on achète des carburants au niveau des distributeurs. Donc, voilà, c'est la structure. Donc, cette prix et cette cherté, ils dépendent de la crise, certes,
mais il dépend également de la problématique majeure qui caractérise la structure des distributeurs ici au Maroc, qui sont, voilà, un nombre qui est réduit, une structure de marché qui peine à ce qu'il y ait de la concurrence, une vraie concurrence, il n'y est pas vraiment. Donc voilà, et ça, c'est dû au rapport également officiel qu'il y a un problème au niveau de la concurrence, au niveau des prestataires, des distributeurs du carburant au Maroc. Donc, si je synthétise un petit peu, c'est cher parce qu'il y a la crise, c'est parce qu'il y a la reprise après le Covid, mais c'est cher également, c'est parce qu'il y a une structure du marché marocain spécifique qui renforce cette problématique de cherté des carburants de façon générale. Peut-être on reviendra avec d'autres questions, plus de détails sur la structure du marché et également la structure des prix. Et pourquoi, lorsque ça diminue au niveau du marché mondial, c'est difficile que ça se reprend ici pour les stations, etc. Lorsqu'on va à la pompe, donc il y a une problématique. Question de subvention, question de solution, etc. On y reviendra avec d'autres questions. D'accord, Merci, c'est d'accord. Merci beaucoup pour les explications. Alors, c'est très clair qu'il n'y a pas un seul facteur, mais il y a plusieurs facteurs. Et cette relation directe entre le prix de pétrole et le prix à la pompe n'est pas toujours, n'est pas toujours juste parce que on ne peut pas compter tout simplement le prix, la relation entre l'offre et la demande, mais on doit ajouter d'autres facteurs qui impactent ce prix-là. Alors là, je crois que les choses y sont claires et que l'augmentation du prix du pétrole tient essentiellement à des facteurs liés je peux improviser en disant même à ce qui concerne les comportements de l'ensemble des acteurs sur ce marché-là. Alors plus d'incertitude, alors plus d'instabilité et plus d'augmentation de prix de pétrole. Alors, je vous remercie beaucoup pour la présentation et cette réponse précise à cette première question. Et on passe maintenant au volet social plus, puisqu'il y a augmentation des prix, il y aura un impact direct sur le pouvoir d'achat et sur le quotidien des citoyens. Alors, c'est ça la question. Je m'adresse à M. Saadine Igaman. Alors, Monsieur Saadine Igaman, quel est l'impact de la crise sur le pouvoir d'achat, dirons sur le pouvoir d'achat, et aussi sur les conditions de vie des citoyens? Est-ce qu'il y a, on voit actuellement, il y a un changement, et il y aura un changement. Alors, si vous pouviez nous donner une description, bien nous faire une description globale de cet impact social de cette crise ukrainienne. À vous la parole. Il y a un problème de son. Il y a un problème de son. Alors, Monsieur Saad. Monsieur Saad, on a un problème de connexion. Attendez, s'il vous plaît. Monsieur, alors, le temps qu'on aura avec nous, Monsieur Saadine Igaman, il a un problème, je crois, de connexion. Monsieur Hasnaoui, vous arrivez à m'entendre, s'il vous plaît? Oui, je vous écoute, Oui. Sib El-Hajj. Oui, il y a un problème de connexion pour notre ami Saad, mais je ne sais pas, est-ce qu'il nous entend ou pas? Monsieur Saad? Monsieur Saad? D'accord. Oui, je suis là. D'accord. Le micro était. À vous la parole, cher ami. Donc, vous avez posé la question sur les impacts sociaux. Sociaux, oui. Crise, les impacts sociaux de la crise, oui, ouais. Exactement. Donc, sans parler des recommandations. Oui, on va en parler après. Juste maintenant, on va parler de l'impact, premièrement de l'impact social, et après bien les impacts sociaux, et après on reviendra sur les recommandations et les perspectives de la crise. Très bien. Merci beaucoup, cher professeur, chers collègues, cher ami Youssef Belhaj. De ma part, je suis très content et très ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour participer à ce webinaire co-organisé par le Moroccan Interdisciplinary Institute for Research and Counseling et l'Institut interdisciplinaire pour les sciences sociales. Et donc, ça sera par la suite une habitude et donc on va collaborer ensemble pour traiter des sujets d'actualité, pour organiser des séances de formation pour nos jeunes étudiants
Et donc, voilà, donc ça sera sûrement une collaboration très fructueuse. Donc, pour parler de la crise Ukraine-Russe, j'aimerais, avant de parler des conséquences surtout sociales, et qui sont interliées avec l'économique, donc l'économique et le social, c'est vraiment interlié, c'est très difficile de dissocier les deux, qui cause l'autre, etc. Donc, il y a plusieurs paradigmes là-dessus. Mais avant de rentrer dans les conséquences, j'aimerais rappeler rapidement ce qui a été aussi dit, et bien dit par mes chers collègues qui sont intervenus avant moi. Donc, aujourd'hui, on vit et on ressent tous la cherté des prix. Donc, comme a dit M. Rachid Hasnaoui, donc une augmentation générale et généralisée des prix. Donc, il n'y a pas seulement un seul produit, mais tous les produits à cause du transport, à cause de plusieurs autres choses. Donc, ici, vous avez les trois principales causes de contexte, vraiment donc trois crises qui se sont rassemblées pour nous donner cette situation aujourd'hui. Donc, premièrement, on a l'appauvrissement suite à la crise de coronavirus, l'appauvrissement, la précarisation, aussi bien des ménages, des métiers. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur travail, qui ont vu leur métier se précariser, qui ont multiplié aussi les métiers, qui ont changé leurs habitudes alimentaires, etc. Donc, il y a comme conséquence à cette crise de coronavirus une baisse des revenus, une baisse de la croissance, donc a donné aussi une inflation, mais qui n'était pas vraiment très durable, qu'après on a vécu la reprise. Donc, qui était un peu relativement maîtrisé. Donc après, on a aussi, comme vous le savez, on est très lié à la pluviométrie. On est un pays agricole. Lorsqu'on dit un pays agricole, ça ne veut pas dire que le secteur agricole participe d'une grande part au PIB, mais c'est surtout parce que la grande majorité des Marocains travaillent dans le secteur agricole, mais travaillent avec des matériels archaïques, etc. Et donc, c'est surtout dans le cadre de la culture qu'on appelle vivrière. Et donc, cette sécheresse a impacté le petit agriculteur surtout, et donc ça a pu aussi impacter la sécurité alimentaire, donc surtout les réserves de blé. Donc, il y a aussi le troisième problème, la troisième crise au niveau aussi international, parce que les trois crises ils ne sont pas au niveau national, donc ils sont internationaux. Coronavirus, la sécheresse et le changement climatique, et aussi cette crise aussi de guerre au niveau international qui fait que les pays doivent choisir les camps et doivent se repositionner géopolitiquement, donc pour rechercher leurs intérêts. Parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas d'amis entre États, donc il y a des intérêts, surtout les intérêts qui règnent et qui règlent les relations entre les différents pays. Donc, on a la baisse de l'offre et augmentation des coûts de transport, comme a été dit par mes chers collègues. Et donc, il faut aujourd'hui que les pays cherchent d'autres sources d'approvisionnement, ne pas rester seulement liés à une seule source, etc. Et donc, essayer aussi d'avoir une indépendance, une autonomie, une hégémonie aussi, une souveraineté, je voulais dire, une souveraineté nationale. Donc, mais si on parle du Maroc, il y a beaucoup de problèmes qui sont liés à la politique de manière générale, politique sociale, politique économique, les choix politiques du pays. Mais avant cela, j'aimerais rappeler que le Maroc n'a pas été touché comme les pays qui étaient trop dépendants à la Russie et à l'Ukraine. Donc, il y a des pays qui dépendent complètement des céréales importées sans avoir un stock de réserve, comme le Liban, par exemple,
alors que le Maroc dispose d'une réserve pour 6 mois et peut diversifier ses sources d'approvisionnement, donc du blé et du gaz, comme on a vu dernièrement. Donc, il y a les États-Unis d'Amérique, l'Argentine, le Brésil, le Canada, comme a été dit par Bouziane. Et donc, comme j'ai dit, les problèmes ils sont au niveau de la politique de manière générale. Donc, on a choisi, comme vous le savez, un choix libéral, l'approche libérale d'une manière générale. Donc, la concurrence pure et parfaite. Donc, d'une manière générale, ça, c'est une utopie, mais dans la pratique, il n'est pas bien pratiqué. On le sait très bien. Donc, comme a été dit par M. Debergy, parmi les problèmes, c'est la structure de l'économie, c'est la structure des offreurs, par exemple, du pétrole. On trouve des cartels, on trouve des ententes, etc. Alors que là, l'État doit intervenir. Donc, est-ce que l'État doit rester un gendarme? Est-ce que l'État doit intervenir pour investir? On parle aujourd'hui de l'État social, alors que c'est pas bien clair. Donc, lorsque on veut libéraliser, mais il faut contrôler aussi. Il faut que l'État intervienne pour contrôler, donc, et pour lutter contre les différents cartels, par exemple, etc. Donc, il y a problème, comme a été dit, donc problème de structure de l'économie. On sait très bien que l'économie marocaine, c'est une économie en voie de développement qui est essentiellement constituée des petites et moyennes entreprises. Il y a le secteur informel qui est très, très prédominant. L'agriculture des vivrières est dépendante de la pluviométrie. Il y a des emplois rares, surtout les emplois qualifiés. Et donc, il y a la question ici, au niveau macroéconomique, est-ce qu'on vise l'équilibre financier ou bien l'équilibre social? Donc, on vise l'équilibre financier, mais du moment où il y a un problème de paix sociale, l'État intervient pour donner quelques subventions. Mais ça, ce n'est pas une solution, donc il faut trouver une solution qui est durable. Aussi, concernant la politique budgétaire et la politique militaire, aussi, c'est très critique là-dessus. Donc, est-ce qu'il faut, par exemple, baisser la taxe sur le pétrole, sur le gasoil, par exemple, pour que le prix baisse? Sinon, les recettes budgétaires de l'État, elles vont baisser aussi. Est-ce qu'il faut garder le taux d'intérêt, par exemple, directeur de la Banque centrale à des niveaux bas pour stimuler la demande? Si on stimule la demande, donc il y a plus de masse monétaire sur le marché, donc il va y avoir plus d'inflation. Donc, sur le plan si on essaie de mobiliser les différentes solutions, chaque solution a des avantages, mais elle peut avoir aussi plusieurs inconvénients. Donc, pour le secteur privé, secteur public ou ESS, ça aussi, c'est une question aussi liée au libéralisme choisi. L'État s'est désengagé, donc le secteur privé a pris la relève, mais il n'a pas pu résister parce que, comme j'ai dit, il est très fragile, constitué essentiellement de PME, etc. Et donc, aujourd'hui, on dit aux jeunes, on dit aux pauvres, on dit aux précaires, on dit au milieu rural que vous pouvez vous-même créer la richesse en se basant sur l'économie sociale et solidaire. Donc, j'aimerais pas m'attarder beaucoup sur ça. Je vais aller rapidement donc, vers les conséquences. Mais avant, j'aimerais rappeler que même aujourd'hui, on ressent cette inflation. On a ici une comparaison entre le Maroc, l'Union européenne et le monde. En 2022, au Maroc, l'inflation 5,30. Et c'est historique parce que le Maroc a toujours, comme j'ai dit, gardé les équilibres financiers. Et parmi le carré magique, on trouve l'inflation, le taux d'inflation, l'équilibre des prix. Il a été toujours maîtrisé, même en 2019-2020, plus et mieux qu'au niveau mondial. En 2022, c'est aussi le cas par rapport à l'Union européenne. On trouve un taux d'inflation très élevé de 8,10%. Au niveau mondial, c'est 6,7%. Donc, ça veut dire qu'au niveau équilibre financier, on essaie d'être plus performant et plus efficace. Mais sur le plan équilibre social, là où il y a un problème. Donc, les principales conséquences, rapidement, il y a des conséquences sur les entreprises en difficulté d'approvisionnement. Donc, il y a un coût de revient plus élevé.
ils doivent facturer ça sur le consommateur final. Le consommateur final ne peut pas acheter parce qu'il y a baisse du pouvoir d'achat, donc la baisse de la demande, et aussi, sans oublier, l'aversion au risque mondial. Donc, l'investissement, pour investir, il faut être sûr que comment l'investissement va atterrir dans une terre paisible, qu'il n'y aura pas de problème au niveau transfert, niveau de... Donc, voilà. Donc, d'une manière générale, aujourd'hui, on a cette aversion, même pour les transferts monétaires. Donc, il y a aussi les difficultés au niveau entreprise toujours, c'est la récession dans plusieurs secteurs, comme vous le savez, et qui était liée aux trois facteurs qui ont été déjà cités. Pour les ménages, donc, il y a la baisse remarquable du pouvoir d'achat, l'appauvrissement, la précarisation. Il y a plus de pauvres. Et même les classes moyennes, ils ont ressenti une baisse de leur pouvoir d'achat et une précarisation. Donc, ils ont peur de devenir pauvres. Comme vous le savez, aujourd'hui, pour faire le plein de votre voiture, donc ça coûte un pourcentage important de votre salaire. Donc, baisse de la confiance dans le gouvernement. On le voit, on le sait au niveau des réseaux sociaux, au niveau des enquêtes aussi qui ont été réalisées. Et donc, ce discrédit, je veux rappeler que les gens, d'une manière générale, ne confondent pas le gouvernement avec l'État, d'une manière générale. Donc, ils visent le gouvernement et parfois même, ils réduisent le gouvernement d'une manière générale en une seule personne. C'est le chef du gouvernement. C'est lui le problème. C'est lui qui a causé tout cela. Même si on a dit qu'il y a la sécheresse, il y a la guerre en Ukraine, il y a etc. Donc, coronavirus et tout. Donc, on réduit le problème. Donc, pourquoi? Donc, parce que donc, il y a beaucoup d'éléments, mais il y a ce que j'ai appelé le bruit de communication politique. Donc, le bruit de communication politique, parce que lorsqu'on sort pour expliquer cette cherté, on se contente de rappeler les causes. Tout le monde s'en fout des causes, donc on se fout des causes. Donc, il faut me dire quelles sont les solutions et quand est-ce que la situation va redevenir à la normale. Donc, il y a aussi il y a certaines résistances quand même pour les ménages, on le sait déjà, par la culture de la solidarité par exemple, par la culture des braillardise. On sait très bien que le ménage marocain, s'il achète 1 kilogramme, il peut vivre avec un demi-kilogramme. Donc, il peut changer ses habitudes alimentaires et donc il peut s'adapter. Au lieu d'avoir 3 repas, il peut avoir seulement 2 repas et tout. Et donc, cette crise était aussi une occasion pour tester le lien social. Donc, est-ce que mon frère, est-ce que mon cousin, est-ce que la famille, donc, ils se soucient de moi, etc. Donc, on sait très bien aujourd'hui, on est aux portes de l'Eid, le Kbir. Et donc, c'est une occasion pour tester le lien social aussi. Il y a aussi cette résistance, c'est marqué aussi par le changement de métier, la multiplication des métiers. Et aussi par l'importance de l'informel. L'informel, il joue un rôle important. On sait très bien qu'à chaque fois, on dit que non, il faut lutter contre l'informel, c'est un problème, oui, mais dans les crises, au moment des crises, c'est une solution. Soueka, par exemple, tu peux acheter à un prix bas qu'un marché formel qui paye l'impôt et tout, etc. Je peux m'habiller, acheter une marque Obal, par exemple, au lieu d'acheter cette marque dans un magasin agréé. Pardon. Donc, ça veut dire que il y a quand même, dans l'économie, il y a des problèmes, mais parfois, ils deviennent une solution. Il y a aussi, troisièmement, le troisième élément, la troisième conséquence, c'est l'État en difficulté. Donc, est-ce que subventionner les professionnels ou bien subventionner les ménages? Est-ce que c'est stimuler la demande ou bien stimuler l'offre? Donc, ce sont des choix très difficiles. Si je me mets aux côtés des professionnels, donc je suis plus dans le capitalisme, donc voilà. Donc, c'est un peu, je me soucie plus donc des gens qui ont le capital,
Mais au niveau ménage, donc, je les laisse selon Donc, mais il faut par la suite contrôler. Si je subventionne les professionnels, je dois suivre et contrôler les prix. Est-ce que cette subvention a eu son impact ou pas? Et donc, ça doit être étudié à l'avance. Donc, voilà. Donc, la politique monétaire, la politique budgétaire, j'ai déjà parlé de ça. Les choix sont difficiles pour l'État. Garder la libéralisation des prix pour certains produits ou intervenir pour les réglementer. Communiquer trop ou bien communiquer peu. Donc, il y a aussi le problème de l'État, c'est aussi lié au manque de visibilité au niveau international et manque de plan de gestion de crise. Parce que le Maroc n'est pas comme les pays qui sont habitués aux crises et catastrophes, par exemple, naturelles, ou bien des guerres et tout, etc. Et donc, ces pays, ils ont déjà une habitude pour voilà, donc, travailler dans ces conditions. Mais pour le Maroc, donc, ce n'est pas le cas. Mais il faut prévoir dès maintenant les plans de gestion de crise. Par exemple, peut-être qu'il peut y avoir par la suite une autre crise pandémique, par exemple. Il faut prévoir qu'est-ce qu'on va faire au niveau éducation, au niveau santé et tout, etc. Donc voilà, donc j'aimerais m'étaler plus, mais le temps ne le permet pas. Je vais peut-être revenir sur les recommandations par la suite. Je redonne la parole à cher Youssef. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Saad. C'est très intéressant et je crois que ça explique en grande partie les variables qui vont généralement donner plus de visibilité sur la période d'après la guerre ou bien sur les impacts sociaux de la guerre. Je vous remercie énormément pour ces précisions. Alors là, je reviens vers professeur Samad et j'aimerais vous poser une question. Et là, je vais poser une question. Je demande des réponses qui sont un peu concises, précises par rapport à la suite. Alors, on sait bien que l'explication ou bien les causes en arrière-plan de la crise, il y a c'est le problème de l'OTAN avec la Russie. Alors maintenant, on a pour la suite, on a la Finlande, on a la Suède qui vont intégrer ou qui ont intégré, on peut dire même intégrer l'OTAN. Alors ça aura un incident bien sûr sur la relation entre ces pays voisins et la Russie, et la relation entre la Russie et sa réplique par la suite. Alors, est-ce qu'il y aura une suite? Est-ce que la guerre ne sera qu'un commencement d'une grande guerre qui va concerner l'ensemble de l'Europe, l'ensemble des pays, ou bien la Russie contre l'OTAN, ou bien on aura à trouver par la suite des solutions pour une sortie de crise et empêcher le pire. À vous la parole, cher professeur. Merci, professeur Youssef. Je dirais qu'il y a maintenant plus de presque 6 mois du début de la guerre en Ukraine et on voit un appui militaire indirect de la part des pays de l'OTAN, mais pas de l'organisation elle-même. Il faut faire la différence parce que sinon, s'il y a un appui militaire direct de la part de l'OTAN, ce serait une déclaration de guerre de l'OTAN contre la Russie, bien sûr. Et ça, je ne pense pas que ça va arriver, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que la Russie est dotée des armes nucléaires. Et ça, c'est très important. Et en comparant la puissance militaire des deux États entre l'Ukraine et la Russie, il faut commencer d'abord par le nombre des habitants. Alors, la population russe compte plus de 140 millions d'habitants et la population ukrainienne compte à peu près 40 millions. Là, il faut rappeler qu'en règle générale, plus la population est élevée, plus la force de combat militaire est importante. Sur le plan financier aussi, la Russie est classée au 3e rang mondial par rapport au budget de la défense. Et l'Ukraine est classée au 20e rang selon l'index de Global Firepower. Et là, on remarque aussi, il faut revenir en arrière, l'Ukraine a été dénucléarisée en vertu du mémorandum de
Budapest signé en 1994 entre la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie pour fournir à l'Ukraine justement des garanties de sécurité dans le cadre de son adhésion au traité de la non-prolifération des armes nucléaires en tant qu'État non doté d'armes nucléaires. Nous estimons en fait que la dénucléarisation de l'Ukraine a été une faute grave, car si l'Ukraine était une puissance nucléaire, la Russie n'aurait pu se lancer dans la guerre. Et la Russie, aujourd'hui, est une puissance nucléaire et aussi productrice d'armement. Alors, il y a une grande différence entre les deux États. Même avec l'appui indirect de l'OTAN. Donc, on ne va pas parler, je pense qu'il ne va pas y avoir un appui militaire direct de l'OTAN. Pourquoi? Parce que la Russie, c'est une puissance nucléaire. Donc, il y a un appui militaire indirect au niveau des équipements militaires sophistiqués, bien sûr. L'Ukraine s'avère en difficulté aujourd'hui à faire face à la guerre, surtout que le 15 mars, le président Zelensky, il faut rappeler que son pays, il a dit qu'il a reconnu que son pays ne pourra pas intégrer l'OTAN, qui constitue donc l'une des demandes de Poutine, ou bien l'une des conditions de Poutine pour arrêter la guerre. Cette déclaration alors vient après le refus de l'OTAN d'instaurer une zone d'exclusion aérienne en Ukraine. Et les Occidentaux, ça se voit qu'ils ne veulent pas faire face à une puissance nucléaire, car ce serait en fait la destruction de tout le monde à peu près. Maintenant, il y a beaucoup de scénarios. Bon, quelques scénarios. Je vais essayer d'en parler. Les pays occidentaux ont adopté une stratégie d'intervention militaire indirecte en soutenant l'Ukraine avec des équipements militaires de pointe et en envoyant des combattants. Mais il est peu probable que l'Europe ou les États-Unis d'Amérique interviennent directement militairement pour affronter la Russie, même dans le cadre de l'OTAN, pour la principale raison que, bien sûr, la Russie est dotée d'armes de destruction massive. Et la réaction donc, de cette alliance militaire occidentale s'est limitée donc, à un soutien indirect avec le déploiement des forces de riposte le long du territoire de l'Alliance dans le cadre d'une défense conjointe. Ces réponses semblent, à mon avis, logiques, car l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Et d'autre part, la Russie se protège avec les armes nucléaires. Ce qui est le plus important pour la Russie, c'est pas seulement l'adhésion de la Suède, mais plutôt le voisin ukrainien. Deuxième scénario, c'est qu'il est possible que les pays proches de la Russie jouent un rôle de médiateur. Par exemple, la Chine. La Chine, c'est l'allié stratégique de la Russie et il faut rappeler que la Chine s'est abstenue de voter lors de la réunion extraordinaire de l'Assemblée des Nations Unies pour stopper immédiatement donc, l'intervention militaire russe en Ukraine. Mais cette abstention ne veut pas dire, c'est pas une expression de son soutien à la sécurité nationale. C'est pas une expression de son soutien à la Russie, mais elle s'est abstenue parce qu'elle veut rester neutre. Mais ça se voit que c'est très clair que la Chine, c'est l'allié stratégique de la Russie. Cependant, il n'est pas dans l'intérêt de la Chine de prolonger la guerre en raison des hésitations économiques. Et bien sûr, la Chine elle a des intérêts économiques et commerciaux avec les États européens aussi. Sur le plan économique, je vais pas intervenir là-dessus parce qu'il y a des spécialistes ici avec nous qui peuvent aborder ce sujet économique. Et là, je reviens sur, par exemple, un troisième scénario qui peut y arriver, mais il est peu probable, c'est qu'il peut y avoir des manifestations de Russes contre la guerre qui pourraient s'étendre pour faire la pression sur Poutine pour arrêter la guerre.
Mais ce scénario est peu probable. Pourquoi? Parce que les autorités russes ont réprimé les manifestations, ont déjà réprimé les manifestations en arrêtant les personnes impliquées. Mais je pense que le scénario le plus probable, qui est considéré comme la clé d'arrêter la guerre, c'est de soumettre aux conditions de Poutine. Ce qui peut arrêter justement la guerre, c'est un changement de régime en Ukraine. Donc, c'est parmi les conditions de Poutine. Il veut changer le régime de Zelensky en isolant donc le président et en établissant un gouvernement soit fidèle à Moscou, comme c'est le cas en Syrie, soit un gouvernement complètement neutre jusqu'à ce qu'il soit assuré que l'Ukraine ne rejoindra pas l'OTAN ou l'Alliance Atlantique qui pourrait isoler la Russie et l'affaiblir régionalement, sur le plan régional. Mais même si l'on pense que c'est la clé pour arrêter la guerre, la chose reste compliquée et l'Ukraine a du mal à reculer aujourd'hui. Surtout qu'il faut rappeler que le mois dernier, l'Union européenne a accepté l'Ukraine comme candidat à l'Union. Donc ça, c'est nouveau. L'Ukraine va devenir membre de l'Union européenne, ce qui pourrait un peu changer la donne. Et je m'arrêterai là. Ah, d'accord. Alors, merci. Merci beaucoup, cher ami, pour les explications. C'est très intéressant et ça explique, puisque ce sont sur les cartes que se jouent certaines, qu'on peut comprendre certaines variables de ce grand conflit. Alors là, je m'adresse à Monsieur Lhesnaoui pour nous parler un peu de ces perspectives d'inflation. Est-ce qu'il y aura une augmentation des prix des matières premières, plus d'augmentation, plus d'inflation, ou bien il y aura un redressement du marché, ou bien un retour à l'équilibre? Alors, vous parlez du Maroc, du cas du Maroc. Oui, bien sûr. Alors, merci beaucoup, Sib El Hadj. Je voudrais, avant de parler du cas du Maroc et des perspectives, revenir un petit peu sur les quelques solutions qui s'offrent à l'ensemble des pays qui sont en état de dépendance, si on veut dire, vis-à-vis des matières, des aliments, surtout des aliments russes et ukrainiens. Alors, on sait très bien que la guerre en Ukraine a touché plusieurs pays. Donc, comme a été dit par mon cher collègue Saad-Din, donc il y a des pays qui sont touchés beaucoup plus que d'autres. Donc l'Égypte est considérée aujourd'hui comme le principal pays importateur des deux pays qui sont en conflit. L'Égypte, il a 12 millions de tonnes de blé importé de l'Ukraine et de la Russie. Donc, c'est assez énorme. Il y a aussi d'autres pays qui sont touchés. Il y a aussi l'Algérie qui importe presque 8 millions de tonnes du blé de ces deux pays. Il y a également le Liban. Et vous savez que le Liban, comme a été dit, donc c'est un pays qui a déjà souffert et qui a connu donc une certaine instabilité économique et politique. Et donc il est touché par la guerre, puisqu'à partir de 2020, avec les explosions du port de Beyrouth, seulement ces capacités de stockage, ils sont limités à un mois donc de stockage au niveau des céréales. Et donc depuis l'incident, l'incident en 2020, donc le Liban ne peut pas stocker plus de céréales, donc ce qui le rend dans une situation embarrassante, donc en matière du fléchissement des prix.
Il y a aussi le Maroc aussi, et je vais revenir sur le cas du Maroc parce que c'est un peu spécial et donc les impacts ne sont pas les mêmes que par rapport à ces pays que j'ai cités. Je pense qu'aujourd'hui, avec ces fléchissements des prix, on doit un petit peu songer sur les meilleures alternatives, les meilleures solutions pour qu'on puisse minimiser un petit peu les dégâts. Et je pense, à mon sens, qu'il y a 3 points essentiels. Les pays qui sont dépendants des importations russes et ukrainiennes, ils doivent rationaliser leur consommation. Ils devraient penser à rationaliser la consommation du blé, à diversifier leurs importations. Vous savez donc, au niveau du premier point concernant la réorientation de la consommation, donc on peut par exemple... Mais toujours, il y a des avantages et des inconvénients. On peut par exemple consommer plus de riz que de blé et une forte concentration sur le fait de se concentrer beaucoup sur cet aliment-là, le riz, donc rendra son prix également trop cher. La question de la diversification aussi reste une solution aussi parmi d'autres, c'est-à-dire que les pays qui sont dépendants de la Russie et de l'Ukraine doivent devraient en particulier tenter de diversifier leurs importations, par exemple s'orienter vers les pays producteurs de produits agricoles, de céréales, qui ont un stock, même si ils subissent eux-mêmes, les États-Unis, le Canada, l'Australie aussi, ils ont les mêmes problèmes de sécheresse que ce qu'on a ressenti ces dernières années. Donc, ça reste une solution donc, parmi d'autres. Et troisièmement, je voudrais revenir sur un point très important et qui a fait d'ailleurs la force de la Russie. C'est la question du soutien aux agriculteurs. Et donc, si la Russie il est forte, s'il il dispose d'un stock de céréales, s'il est compétitif au niveau de la production des céréales, c'est parce qu'il a travaillé sur ces questions de l'agriculture pendant des années et des années. Et là, donc, je rappelle que depuis 2013-2014, donc, la Russie, donc, il a fortement soutenu son secteur agricole. Il a fortement soutenu son secteur agricole et on peut dire que ce secteur-là, il est bien préparé. Hein. Le fait de venir en 2022 pour attaquer l'Ukraine, donc c'est qu'il considère aujourd'hui que c'est une arme aussi parmi les autres armes, les céréales, les aliments, les produits agricoles, notamment les céréales, sont considérés comme une deuxième arme à côté du nucléaire et les autres armes en question. Également, sur le plan de l'agriculture, donc en Russie, donc le fait d'avoir ce poids au niveau de l'agriculture, c'est comme si les Russes, ils disent que voilà, ils s'imposent quoi, ils s'imposent. Ils disent que il faut être gentil avec nous. Donc, si vous êtes gentil avec nous, donc on peut vous livrer ce que vous voulez. On peut vous donner les produits agricoles dont on dispose en tant que première puissance exportatrice du blé au monde. Et donc, si vous nous critiquez, si vous ne faites pas ce qu'on veut, donc on va vous priver de cette matière vitale. Voilà donc aussi ce qui m'intéresse, Yanni, au niveau du secteur agricole russe. Donc l'agriculture russe, elle a été fortement subventionnée. Si vous examinez un petit peu les rapports de l'OMC, notamment en ce qui concerne
les conflits qui sont réglés par l'organe de règlement des différends, vous allez trouver que la Russie, il a énormément de dossiers dans ce sens-là contre les autres pays plaignants, les États-Unis et l'Union européenne, de manière générale l'Occident. Donc ça, c'est un point très important. Donc c'est la question des subventions. Donc il faut aussi qu'on tire la leçon, que notre pays aussi, possiblement. Donc il faut qu'il tire les leçons. Parmi les points aussi qui ont fait la force de la Russie, c'est le développement des infrastructures. Donc c'est les investissements qui sont faits dans les ports, dans les aéroports, dans les chemins de fer. Donc la Russie est portuaire en matière d'exportation. Donc elle investit beaucoup dans les infrastructures. Et un autre point, je disais tout à l'heure qu'il a été mieux préparé pour cette guerre, c'est que il y a quelques années, il s'est concentré sur le fait de cultiver le sud de la Russie. Et maintenant, donc, dans le futur, il a encore le nord qui est le centre qui peut être exploité donc, pour produire plus de produits alimentaires. Donc, c'est le nord et le centre, ce sont des régions qui disposent des terres très, très fertiles. Alors ça, c'est le premier point. Donc le deuxième point, vous m'avez posé la question Sib El Hadj sur le cas du Maroc. Oui, bien sûr, le cas du Maroc. Pour le cas du Maroc, le cas du Maroc, donc ça a été déjà souligné. Donc le Maroc, il est impacté donc de manière à la fois directe et indirecte. Donc on le voit, on l'a constaté. Selon et on le voit dans les rapports officiels aussi. Donc, cette année, le taux de croissance ne va pas dépasser 1%. Et donc, l'année prochaine aussi, ça va tourner autour de 2% selon les estimations des experts. Donc, ça a été déjà souligné, le prix du pétrole s'envole. Il avoisine les 20 dirhams. Donc, après l'Eid, on peut acheter le litre du diesel à 20 dirhams. Si vous allez à Rahba Dial Zra', donc vous allez trouver que le prix d'un kilogramme de blé a doublé. Donc, en 2-3 ans, c'est à 9 dirhams le kilogramme en moyenne. Le montant à Sib El Hadj, c'est à 13 000 dirhams, donc ce qui est une première au Maroc. Donc, mais je pense que toute la question, c'est de voir. Oui. Des bonnes nouvelles. Si vous pouvez me donner des bonnes nouvelles pour les gens, parce que ça devient de plus en plus noir. Oui. Des bonnes nouvelles, c'est que je pense que il y a un point que je voudrais ajouter par rapport à le pétrole, le système de compensation, les systèmes de subvention, les directs, ça a été déjà. Un point très important lié à cette question de l'inflation et la hausse des prix des matières premières et de l'énergie. Donc, c'est l'impact sur les équilibres macroéconomiques du Maroc. Donc, c'est un impact qui est un petit peu lié à 3 points. Il est de 3 natures. Un ralentissement de la demande étrangère adressée au Maroc. Donc, la crise donc, en Occident, ça va impacter la demande sur les produits marocains. Un rétrécissement également des conditions de financement de notre économie à l'international. Et également, tout cela va engendrer des impacts sur la consommation, donc la baisse de la consommation, l'investissement des entreprises. Et donc, comment on va régler tout ce problème-là? Donc, je pense qu'on a besoin on a le rôle les politiques économiques conjoncturelles, notamment la politique fiscale, à travers la baisse des impôts, la politique budgétaire
tout en jouant sur l'investissement public, sur l'augmentation des dépenses publiques, mais également la politique monétaire, donc à travers les taux d'intérêt pour stimuler les crédits, stimuler la consommation et l'investissement. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Et ça devient, enfin, on a des lueurs d'espoir dans votre discours et c'est extraordinaire parce que les gens attendent toujours de nous d'être rassurés, de voir des choses bien sûr plus claires, mais aussi avec un peu d'optimisme parce qu'on en a besoin vraiment, parce que c'est de plus en plus dur. Alors là, je vous remercie beaucoup, cher collègue et ami Rachid Hasnaoui, pour ces explications fort intéressantes. Et je passe pour notre spécialiste marché pétrolier et j'aimerais avoir des bonnes nouvelles de ce côté-là parce qu'on a marre de voir ces cours de pétrole même à la pompe qui ne cessent de grimper et on a peur d'avoir un litre à 25 dirhams ou bien 30 dirhams dans les jours qui viennent. Alors, est-ce que ça sera le cas ou pas, monsieur Dabaji? Donc, merci bien, Sib El-Hajj. Donc, il est toujours difficile de prévoir l'évolution. Mais à dire une chose qui est très importante, qui peut rassurer en termes de l'évolution au niveau des cours internationaux. Donc, les cours internationaux, et j'ai devant moi maintenant, si vous voulez que je partage avec vous, l'évolution de ces dernières années, de ces derniers 6 mois. Donc, hier, le prix du baril de pétrole a été à 97%. À 97 dollars plutôt, à 97 dollars. Et c'est la première fois, après quelques mois, qui a chuté, qui a diminué sur le seuil de 100 dollars le baril sur le marché international. Donc après, aujourd'hui, ça a été repris à 104. Donc le plus haut cours, c'était 120. Ça, c'est deux choses. Il y a un côté positif et il y a un côté négatif. Un côté positif, c'est que le prix du baril de pétrole, il est plus ou moins entre 100 et 120 durant une longue période. Et les pics, ça ne dépassait pas 124. La chose négative, c'est que le pire n'est pas encore arrivé. Si la crise devient plus sévère et plus dangereuse. Mais il y a quand même, si on analyse sur le plan international, les partenaires économiques sur le plan économique, c'est que la Russie ne travaille pas seule. Donc, il y a un lien, une coalition qui est indirecte avec les pays asiatiques. Ce qui veut dire que l'or qui n'est pas automatiquement vendu en Europe et sera vendu dans l'autre clan et sera satisfait de l'autre clan. Donc, ce qui obligerait également les pays européens de revoir leur stratégie de négociation avec la Russie. Donc ça, c'est la zone géopolitique, etc. On ne peut pas s'immiscer, mais sur le plan économique, l'offre du pétrole, il n'y a pas une grande crainte tant que les choses continuent de cette façon. Donc, mais la problématique du prix du pétrole au Maroc, comme je l'ai signalé, c'est que lorsque ça diminue sur le niveau international, ça ne se réplique pas sur le niveau national, donc de façon directe. Il y a une certaine asymétrie d'information. Donc on ne peut pas reprocher aux entreprises distributeurs de vouloir toujours gagner plus, c'est leur raison d'être, mais on reproche à l'État de ne pas activer des moyens de contrôle via la concurrence pour que les prix reviennent à la norme. Donc, il y a certaines prévisions de certains analystes internationaux qui prévoient que durant le mois de juillet, août, etc., durant les 3 mois prochains, parce qu'il est difficile de prévoir au-delà, donc que le prix du baril de pétrole, il va continuer à chuter. Donc, ça ne va pas continuer à grimper. Mais est-ce que cela aura un impact favorable sur le prix au Maroc? Donc, si on revient à la structure comme je l'ai signalé, il y a le prix du baril de pétrole ne représente que 40 à 45% du prix à la pompe. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on achète avec un prix, donc on paye une marge bénéficiaire, on paye des impôts et des taxes, et les impôts et les taxes, entre les deux, l'ATIC et la TVA, donc il y en a à peu près 40% qui va aux recettes de l'État. Donc, ce qui veut dire que là, la stratégie de l'État vis-à-vis de la réduction
du prix du baril de pétrole et du prix du carburant de façon générale. Donc, l'État, il est catégorique sur le point de subventionner une subvention comme à l'ancienne. Donc, c'est révolu et personne ne veut en parler. Donc, il y a des subventions maintenant. S'il y a des subventions, ce sont des subventions accordées aux professionnels du transport, etc. Mais eux-mêmes, ils ne sont pas très heureux de cela parce que la subvention, il vient en retard, ce qui impacte leur BFR sur les délais de remboursement, etc. La subvention ne couvre pas la totalité des frais qui sont engagés, qui sont estimés très importants. Donc, eux, ils préfèrent, même les professionnels, ils préfèrent, s'il y a subvention, qu'ils soient au prix à la pompe, c'est-à-dire lorsqu'ils payent la station, donc ils payent avec un prix favorable, etc. Donc, ça serait plus intéressant pour eux que d'attendre la subvention de l'État qui soit directement reçue. Mais sur cela, s'il n'y a pas des choses qui sont très importantes sur le plan social, social de façon générale, sur la paix sociale, bon, je ne vois pas que l'État pourrait revenir sur cette situation de compensation parce que ça pèse lourdement sur le budget de l'État. Mais encore, ça pèse lourdement sur les marges bénéficiaires des entreprises qui composent les distributeurs du carburant ici au Maroc. Donc, leur marge bénéficiaire a été largement triplée après la libéralisation en passant de 6% à 15 jusqu'à 20%. Donc, ils gagnent plus dans cet environnement que dans l'environnement des prix contrôlés. Maintenant, si la question, ce que peut faire l'État à ce niveau-là, il peut agir sur les impôts et les taxes et je ne pense pas que c'est toujours louable de pratiquer cette modalité parce qu'il impacte les recettes de l'État in fine et par conséquent, ce qu'on peut gagner d'un côté, on peut le perdre de l'autre côté. Mais également, ce qui doit être revu, c'est la structure générale du marché du carburant ici au Maroc. C'est ce qui doit être contrôlé et il faut revenir sur le contrôle des prix, le contrôle des marges, le plafonnement des prix et de protéger le consommateur parce que face au consommateur, il y a un nombre de distributeurs qui peinent d'avoir une concurrence. Donc, ce qu'on pouvait dire, c'est que c'est difficile de stimuler une baisse des prix via la concurrence des distributeurs dans les conditions économiques actuelles. Donc, ce qui peut être fait, c'est un contrôle des prix, un plafonnement des prix, un contrôle des pratiques concurrentielles. C'est difficile à le mesurer, c'est difficile à le contrôler et par conséquent, c'est encore difficile de revenir dans ces conditions. Mais la lueur d'espoir, c'est qu'au niveau international, sur le plan des produits énergétiques, la tendance n'est pas toujours à une hausse très significative. Mais il faut faire attention que le pire n'est pas encore arrivé. Le pire, c'est qu'il y a vraiment une crise et que les sanctions deviennent de plus en plus rigides. Donc, juste pour rappel à une alerte, c'est que les importateurs marocains, lorsqu'ils importent du charbon de la Russie dernièrement, ces derniers mois, et ça, c'est une information qui est très récente. Donc, revenons que le charbon il est très important dans l'énergie marocaine, dans l'électricité, etc. Et les banques marocaines, ils ont refusé de payer les exportateurs russes, donc les entreprises russes, par peur des sanctions qu'ils peuvent lui infliger, même s'il n'y a pas des sanctions qui sont déjà déclarées ni au niveau de l'Union européenne, qui n'a pas encore interdit l'achat du charbon au niveau de la Russie. Ce qui est interdit, c'est seulement le pétrole maritime. Donc, il n'y a pas vraiment une rupture totale avec la Russie. Il y a toujours un calcul économique à faire cela. Et également, ce qu'on a peur, c'est que l'offre mondiale sera affectée. Oui, certainement, il est affecté. Mais je pense que la cherté du prix du pétrole à plus que la moitié, il doit être géré ici, chez nous, au Maroc, avec les professionnels, avec les distributeurs, avec la structure du marché, si on veut vraiment une solution pérenne et durable pour remédier à cette flambée massive des prix. Mais toute solution, hors la restructuration de ce marché et la solution à cette marge à 50%,
du prix global, toute solution reste handicapée par les pratiques qui sont faites par les distributeurs du carburant ici au Maroc. Voilà. Oui, merci beaucoup, cher ami Dabaji, pour ces explications fort pertinentes parce que là, on cherche toujours à expliquer, au plus ou bien à expliquer certains éléments et de les simplifier. Mais les choses sont de plus en plus compliquées lorsqu'on parle d'un phénomène comme celui de l'augmentation des prix de pétrole. Ce n'est pas évident de l'expliquer, mais comme étant une simple augmentation ou bien un décalage entre l'offre et la demande. C'est, je peux dire que ce que vous avez dit, c'est très intéressant. C'est un problème structurel sur le marché pétrolier. C'est un problème structurel qui nécessite une révision par la suite pour revoir ces mécanismes-là. Et je crois que vous avez assez expliqué ce volet-là. On passe derrière moi, cher ami Saad Egaman. Je ne sais pas ce qu'il est là et nous entend ou pas. Ouais, Oui, Saad. bien sûr. Sad, en parlant de vos recommandations et avant les recommandations de l'impact, bien sûr les perspectives de, de la crise et ses aspects ou bien ses impacts sociaux et vos recommandations bien sûr à ce niveau-là. À vous la parole. Merci beaucoup. Donc j'aimerais partir de ce qui a été dit par ces Abouziens. Donc le libéralisme, c'est bien. Pour que le consommateur bénéficie d'un prix compétitif, etc. Mais il faut les conditions. Donc, l'État libéralise, mais il ne faut pas qu'il fuit le marché. Donc, il faut qu'il contrôle le marché. Donc, sur le marché des produits pétroliers, donc, comme a dit Abouziens, donc les marges bénéficiaires, ils ont augmenté, mais pour les détenteurs des capitaux, donc je parle, j'utilise les termes de Marx, alors que le consommateur, le prolétaire, c'est lui qui supporte cette marge sur le prix final. Donc, le libéralisme, il est bien, mais il faut qu'il soit contrôlé pour qu'il donne, pour que, par exemple, on sait très bien que lorsqu'on parle de la main invisible, il faut libéraliser, il faut encourager l'initiative privée et par la suite, tout le monde va gagner. Même le consommateur final, il va gagner parce que les prix, ils vont baisser selon l'offre et la demande. Ils vont être déterminés selon l'offre et la demande. Donc, ce qui doit être fait pour protéger le consommateur aujourd'hui au niveau national, parce qu'on sait très bien qu'au niveau international, il y a beaucoup de causes, on ne peut pas tout prévoir, mais donc, il faut quand même certaines mesures au niveau national. Par exemple, sur le marché pétrolier, on peut maîtriser, contrôler la marge bénéficiaire des intervenants, des compagnies de pétrole. Ça, c'est possible. Donc, il faut activer le Conseil de la concurrence. Et donc, il y a beaucoup de mécanismes qui peuvent être mis en place. Il faut peut-être prévoir la baisse ou l'élimination des taxes sur les produits pétroliers, surtout en période transitoire. Lorsqu'il y a, donc, donc ça peut être conjoncturel, parce qu'on sait très bien, comme a dit Monsieur Abouziens, ça pèse sur les recettes de l'État. Lorsqu'on élimine une taxe, donc ça peut affecter le budget général de l'État. Mais donc, il faut penser à la relance de la demande, au pouvoir d'achat des gens, etc. Donc, ça, c'est important. Donc, toujours concernant le marché pétrolier au niveau national, une autre solution et qui a été beaucoup discutée, c'est la raffinerie qu'on peut soit réactiver au niveau national, la raffinerie de la Samir, ou bien prévoir une autre. Donc, il y a certains qui disent qu'avant la Samir, ce n'était pas une bonne affaire. Et donc, alors que les chiffres montrent que c'était une raffinerie compétitive et qui peut même défier
les raffineries au niveau national, international. Donc, il produisait de 100 à 160 000 barils par jour. Et donc, c'était une raffinerie complexe donc qui peut vraiment participer à la diminution du prix au niveau national. Donc ça, c'est très important. Donc il faut aussi penser à ça. Donc pourquoi on ne pense à ça? Donc il faut poser la question au plus haut, voilà, donc au plus haut niveau des décisions. Donc il y a des solutions qu'on peut maintenir au niveau court terme. Donc premièrement, au niveau des subventions, même si les subventions ne sont pas une solution, mais donc on peut maintenir les subventions toujours, par exemple, qui sont données aux professionnels du transport, maintenir les subventions pour stabiliser le tarif du pain et du gaz. Et donc, c'est très important parce qu'on connaît très bien l'importance du pain pour les Marocains. Donc, au niveau énergétique, penser peut-être à long terme de s'orienter vers l'énergie renouvelable pour certains domaines qui peuvent vraiment être orientés vers cette nouvelle énergie. Et au niveau politique monétaire, on peut, comme a dit M. Rachid Hasnaoui, garder les taux directeurs à des niveaux bas pour stimuler la demande. Mais là, on sait très bien que lorsqu'on stimule la demande, il va y avoir plus de masse monétaire sur le marché et donc ça peut aggraver le risque inflationniste sur le long terme. Donc, sur le long terme, toujours, donc comme a été déjà dit, donc diversifier les sources d'approvisionnement et aussi réformer la manière de distribuer les subventions de manière générale. Et donc là, on peut penser à ce qu'on a appelé à un moment le registre social unifié. Donc le registre social unifié, il va nous préciser les personnes nécessiteuses qui peuvent être ciblées à chaque fois où il y a une crise, comme la crise de coronavirus, la crise par exemple qu'on vit actuellement, de la cherté de vie, etc. Donc on aura une catégorie ciblée qu'on peut subventionner, au lieu de subventionner les professionnels par exemple, ou bien à côté des professionnels, on peut subventionner ces personnes parce qu'on sait très bien qu'il y avait quand même d'autres initiatives pour identifier les gens nécessiteux. C'était par exemple la carte Ramed, alors qu'on sait très bien qu'il y avait beaucoup de défaillances au niveau de ce programme. Donc aussi au niveau long terme, il faut assurer la sécurité alimentaire et gérer le risque agricole et aussi assurer le suivi des échanges stratégiques. Parce que, comme vous le savez, on a plusieurs accords de libre-échange et donc il faut qu'on gagne nous aussi de l'échange. On sait très bien qu'on n'est pas un pays industriel, c'est vrai, mais il faut bien choisir les partenaires donc avec qui on peut signer des accords de libre-échange. Donc, à la fin, donc, comme j'ai déjà dit dans ma première intervention, c'est de prévoir un plan d'urgence. Donc, il ne faut pas, à chaque fois qu'il y a une crise, on se pose des questions, on pense au scénario, mais on peut aussi anticiper et donc mettre en place une gestion prévisionnelle des crises. Donc, qui va intervenir? Est-ce que c'est la primature? Est-ce que c'est, donc, quels sont les comités? Quels sont les conseils? Etc., etc. Donc, le rôle de chacun du moment où il y a une crise, donc quels sont les acteurs et comment on va agir
ensemble pour résoudre le problème et sortir de la crise. Donc, les perspectives d'avenir aujourd'hui, sur le plan sociologique, c'est l'instabilité sur tous les niveaux, l'incertitude que vous soyez pauvre, classe moyenne, et même pour certaines catégories de riches. Donc, il y a cette instabilité qui s'installe, cette insécurité ressentie dans notre vie quotidienne. Et on espère, parce que, donc, comme on a déjà parlé depuis le début, que les causes sont plutôt au niveau international, mais aussi, on commence à penser aussi aujourd'hui à la structure de l'économie, à la structure de la prise de décision au niveau national. Donc voilà, donc c'était juste quelques éléments que j'ai partagés avec vous. Je suis là pour répondre à des questions s'il y a des interrogations. Merci. Merci, cher ami Egamen, pour ces explications fort pertinentes. Et je crois que je suis épaté comme les gens qui vont voir par la suite cet enregistrement. Et là, je crois que vous avez apporté beaucoup de réponses à certaines questions qui se posent par rapport aux perspectives, par rapport aux autres crises, parce qu'on est sûr que si ce n'est pas la première crise, ce ne sera pas la dernière crise, il y aura aussi encore et encore des crises. Et vous avez soulevé une solution très, très importante, celle de capitaliser sur les solutions, sur les outils qu'on a développés pendant la crise Covid. Alors, pour la crise de Covid, on a une base de données très intéressante sur laquelle on peut travailler pour avoir un registre et bien cibler les aides de l'État